beaucoup de fois, ils me disent, on fait beaucoup de renforcement, mais les athlètes, ils ont toujours mal au dos. Et puis après, quand tu vois les programmes, tu te dis, mais c'est normal. Ce qui est bien quand tu fais le nordique, de toute façon, c'est toi-même qui décides à quel moment tu lâches. Tandis que quand tu fais un squat à 200 kg, une fois que tu commences à descendre, tu n'as plus trop le choix, quoi. C'est un peu plus compliqué. Et puis, ça nous donne quand même une idée, un feedback de plus à quelle intensité on travaille. Parce que dans l'approche classique, tout ce qu'on connaît, c'est le nombre de répétitions et puis la charge qu'on bouge. Et puis, si je progresse en charge, je deviens plus fort. Mais s'il y a la même charge, j'arrive à bouger plus vite, je suis beaucoup plus puissant. C'est pas à 14 ans que tu dois être champion. Tu veux devenir champion olympique, c'est à 24 ans. Donc, c'est encore 10 ans de travail. Il faut pas rêver non plus. Génétiquement, il a tellement de potentiel. Mais comment lui faire expliquer maintenant que tu peux pas t'entraîner en sprint, tu peux pas faire les compétitions parce que tu vas que te blesser. Donc, il faut vraiment travailler très, très basiquement pour que dans 3-4 ans, justement, tu peux vraiment en profiter de ton potentiel génétique. C'est des routines peut-être de 15 minutes, mais qui sont faites 5 jours sur 7. Et puis, mais si je fais ça pendant une année où je ne l'ai pas fait, le volume en plus, il est énorme. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie aux proches infrarouges, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Yann, on est live sur le podcast, comment tu vas ? Ouais, je vais bien, très bien. Et toi? Bien, ça fait plaisir d'échanger avec toi, de parler en français aussi. Quand on s'est rencontrés, je t'ai rencontré donc à Macolin, quand je suis monté travailler avec Nico Rolla, un des athlètes que je suis. Et jusqu'à maintenant, on avait toujours échangé en anglais, donc c'est sympa de parler français. Tu as toujours parlé les deux langues du coup ? Non, mais j'ai fait le ski alpin quand j'étais jeune. Et puis en Valais, vu qu'on parlait deux langues, et puis le coaching, c'était toujours en français. Donc très, très jeune, j'ai commencé à apprendre le français. Et après, j'ai fait quand même pas mal de coaching dans le ski aussi, dans la langue francophone. C'est pour ça que j'ai appris. Et puis l'anglais, je suis un peu moins à l'aise en parlant. Donc moi, ça va bien en français aussi. Okay. Et donc, suisse-allemand, tu maîtrises complètement aussi ? Oui, donc ça, c'est la langue maternelle. Bon, on va pas dire suisse-allemand parce que c'est du haut-valaisan, donc c'est un peu différent. Tu viens d'où? Tu viens d'où à l'origine? De la vallée de Gonche. Et puis j'ai grandi à Brigue. À Brigue. Ok, on est passé par Brigue. On est passé, c'était quoi, samedi? On est descendu au Tessin avec la famille et on est passé par le Simplon. C'était la première fois que je prenais cette route-là. En tout cas, c'est une région qui est assez phénoménale au niveau des montagnes et des vues. Surtout quand il fait beau, parce que j'imagine quand il fait pas beau, c'est pas la même chose. Ça. Là, j'ai vu les photos de toi sur Simplon. Donc voilà, maintenant, tu as bien fait de passer par là. On est remonté par l'autre côté parce que vu la météo mercredi, on s'est dit on sera plus sûr sur les autoroutes, mais c'était chouette de passer par les montagnes pour commencer. Très bien, très bien. Écoute Yann, présente-toi un petit peu, dis-nous un petit peu de ce que tu as fait, ton passé, tu as parlé de ski alpin, peut-être les autres sports que tu as pratiqués et ce que tu fais maintenant, ton rôle maintenant en tant que coach.
Ouais. Donc moi, j'ai grandi dans le ski alpin. C'est aussi là que j'ai fait une carrière professionnelle pendant plusieurs années. Et puis, c'était aussi mes premières stations en coaching, bien sûr. Et puis, après, j'ai passé beaucoup de temps à Marcolin avec les équipes de ski, justement. Mhm. Après, j'ai aussi commencé à travailler à Marcolin, surtout en réhabilitation pour le ski alpin. Et puis, j'ai aussi fait les études à Marcolin. Donc, c'est pour ça aussi que maintenant, je suis arrivé là-haut. Et puis en fait, là, depuis 2 ans bientôt, je suis expert en entraînement de force, mais engagé à Marcolin, donc par l'Office fédéral du sport. Mhm. Et là, j'ai commencé à toucher à tous les sports. En fait, tous les sports, tous les athlètes qui passent par la filière de l'armée, donc le support de l'armée pour le sport d'élite. Donc, eux, ils ont accès à cette prestation, donc un service qualitatif, un suivi, un entraînement de force. Et puis, c'est ce que je fais maintenant un peu tous les jours, mais voilà, ça s'est spécialisé vraiment dans cette direction, entraînement force, dans ces dernières 2 années. Ok, tu peux peut-être pour ceux qui connaissent pas le système suisse au niveau de l'armée, au niveau des sportifs d'élite, comment fonctionne ce système exactement? Ouais, donc le premier contact qu'on a avec ces athlètes, c'est qu'ils sont qualifiés ou sélectionnés pour l'école de recrues. Donc, eux, ils ont la chance, par leur niveau qu'ils ont dans le sport, d'être sélectionnés pour ce réseau-là, pour cette filière. Et puis après, donc, ils vont faire 18 semaines à Macolin, que ça peut être en été ou en hiver, dépendant du sport qu'ils font. Et puis dans ces 18 semaines, il faut 5 semaines qui est un peu formation du côté de l'armée. Donc c'est une formation qui est aussi un peu adaptée pour qu'eux, après, ils deviennent une sorte de coach pour enseigner le sport à l'armée par Mhm. après. Donc c'est aussi une partie jeunesse et sport qu'ils font là-dedans. Et une fois qu'ils ont fait cette formation de base, après les premières 5 semaines, bah, ils switchent plus ou moins dans un quotidien professionnel de sport. Donc, eux, ils font vraiment faire les entraînements tous les jours, 2 fois par jour. Et puis, du côté de l'armée, ben, ils doivent être sur place le matin. Voilà, ils vont dire salut au chef. Et puis, voilà, tout le reste, c'est comme ils étaient des professionnels en sport. Mhm. Donc, pour la plupart, c'est vraiment un peu le premier pas de devenir ouais, un professionnel dans le sport, quoi, où ils ont vraiment plus que ça dans leur vie quotidienne. Ouais, enfin, pour ceux qui connaissent pas Macolin, c'est vraiment un cadre qui est assez phénoménal pour les sportifs. C'est un endroit que j'avais visité étant plus jeune déjà avec le rugby, notamment quand je jouais avec Nyon et avec les sélections suisses. Et ben, plus récemment, comme je l'ai mentionné avant, quand j'ai pu monter avec Nico, pendant que lui, il a fait son service militaire, c'est là qu'on s'est vu. Et c'est vrai que les structures sont assez incroyables en termes des équipements qui sont disponibles, des différentes salles qui sont mises à disposition des athlètes. Bon, c'était un petit peu plus compliqué pendant le Covid, mais j'imagine qu'en temps normal, c'est vraiment un cadre qui est parfait pour les gens qui veulent, comme tu l'as dit, aller un petit peu plus loin dans la professionnalisation de leur discipline. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu essaies de mettre en avant comme tu as dit, quand tu fais un suivi avec ces athlètes qui viennent et je pense, vu leur niveau, ils ont eu une certaine expérience avec l'entraînement de force au préalable. Est-ce que tu reçois des fois des athlètes qui n'ont jamais fait d'entraînement complémentaire de force, etc. aussi? Ouais, ouais, ouais. Bah, on voit un peu de tout. On voit aussi beaucoup de sports où on croyait que l'entraînement de force, c'est vraiment un truc super important. Bah, ils font beaucoup d'entraînement de force, mais après, quand tu vois la qualité, ben, des fois, tu sais pas vraiment voilà, dans quel sens ils ont appris de faire ça. Ça, c'est un peu la réalité du terrain. Mais après, on a aussi des athlètes, ben, beaucoup en endurance, voilà, qui commencent gentiment aussi à comprendre que le côté force peut jouer un rôle important, qui ont un premier contact là, justement, avec un entraînement force, mais orienté pour leur discipline. Et après, on a aussi des sports comme le tir, voilà, pour eux, la force, c'est pas vraiment un facteur important pour la performance, mais après, c'est quand même un côté préventif qui peut leur rendre service parce que pendant beaucoup de temps, ils sont dans leur position un peu tordue et voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de différentes facettes à aborder.
Et puis, c'est clair, quand on voit les athlètes qui arrivent vraiment déjà avec une très bonne expérience, ben, on essaie d'aller plus loin un peu dans le monitoring, avec des méthodes aussi un peu plus précises, comme l'entraînement excentrique ou des choses comme ça. Mhm. Donc, c'est très variable. Et puis, il y a beaucoup de cas différents. C'est aussi ça qui rend le poste très, 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 très intéressant. Ouais, j'imagine de pouvoir travailler avec tous ces sports différents, tous ces athlètes différents qui ont des niveaux différents aussi. Je trouve toujours très enrichissant de pouvoir euh, vraiment travailler avec ces différentes personnes qui ont un background différent, comme tu as dit, des niveaux d'éducation au niveau de leur entraînement aussi qui ne sont pas pareils. Est-ce qu'il y a des sports en particulier où quand tu les vois arriver, tu te dis, ah, ceux-là, je sais que, bah, par exemple, tu sais qu'ils vont grandement bénéficier du travail de renforcement, qu'ils vont vraiment pouvoir voir une évolution dans leur performance, même sur ces peut-être 12 semaines qui vont passer avec toi, mais qui a peut-être pas été développé au préalable parce que c'est peut-être pas central dans la culture de leur sport encore. Est-ce qu'il y a des sports comme ça où tu sais que le temps que tu vas avoir avec eux, tu vas vraiment pouvoir faire une grosse différence? Mhm. Ben, pour les sports d'endurance, c'est vraiment le cas. Parce que beaucoup d'athlètes, voilà, ils viennent des systèmes un peu plus traditionnels où justement on travaille que le sport spécifique et puis pas encore trop à côté. Donc là, pour cela, ça fait toujours un grand effet, j'aimerais dire. Ben, on sait tous que quand tu commences à faire un nouveau truc, ben, au début, tu as les plus grands effets. Mais c'est aussi la chance justement pour ces athlètes parce qu'ils sentent tout de suite, ah, il y a quelque chose. Donc, ils vont aussi être motivés de continuer. Mhm. Je dirais pour ce sport-là, c'est sûr que ça fait beaucoup. Après, ce qu'on voit aussi très souvent, c'est qu'un entraînement de la chaîne postérieure qui est toujours ouais, pas beaucoup poussé pour beaucoup de sports où on croyait que mais ça doit avoir une importance énorme. Donc, beaucoup de sports qui ont besoin de la propulsion horizontale ou de la force horizontale, où on sait que la chaîne postérieure elle a vraiment une grande influence là-dessus, mais qui travaille que dans les mouvements classiques de squat ou tout ce qui est en vertical un peu. Mhm. Et puis là aussi, on arrive à vraiment faire des stimulus assez intéressants où au début, ils sentent tout de suite que voilà, ça a un impact sur la discipline directe. Mhm. Et puis ça pour moi, c'est quand même, des fois, j'ai de la peine à comprendre, mais comment ça peut arriver. Mais après, quand tu vas un petit peu justement dans certaines structures ou systèmes où ils ont grandi, que ça se comprend aussi. Et puis voilà, puis, c'est toujours bien de pouvoir leur apprendre, surtout au début. Mais voilà, il faut avancer dans cette direction-là parce que vous sentez tout de suite la différence, quoi. Mhm. Et pour aller peut-être un petit peu de l'autre côté du spectre, est-ce qu'il y a d'autres sports où tu sais que les athlètes vont en général arriver avec une très très grosse base de force déjà, des très très bonnes techniques à l'entraînement, où tu sais que en gros dans la culture de leur sport c'est déjà assez bien couvert et que voilà tu vas peut-être pouvoir leur aller un petit peu plus loin dans les détails comme tu l'as dit avec des méthodes, des approches un peu plus spécifiques, mais où en gros le travail a déjà été bien fait parce que l'entraînement de force fait déjà partie de la culture de ce sport au préalable. Mhm, mhm. Ben, moi, je dirais que ça peut être le cas pour des athlètes qui font du lancer de poids, par exemple. Là, j'ai des athlètes comme ça, ben, eux, voilà, ils font que ça toute leur vie. Ils font vraiment beaucoup de force maximale depuis très jeune. Mais je rencontre un peu la même problématique. Voilà, ils sont tellement orientés à faire cette force max, donc toujours augmenter en charge et tout. Mais le côté technique, il a quand même été ouais, ils ont essayé de développer, mais c'est pas ce que nous, on comprend d'avoir une technique solide pour vraiment être efficace dans ce qu'ils font après. Et puis aussi d'un point de vue préventif, d'être du bon côté quand ils commencent à charger. Mhm. Ça c'est un peu l'autre côté. Mais je dois aussi dire que la plupart des athlètes qu'on voit qui rentrent par cette filière de l'armée, ben, c'est des athlètes jeunes où ça fait toujours partie de leur formation justement d'apprendre ces techniques, d'apprendre cette qualité de mouvement, d'apprendre une approche préventive aussi, bien sûr. Mhm. Et puis de l'autre côté, on a d'autres athlètes qui reviennent justement faire leurs cours de répétition, qui sont déjà plus âgés. Beaucoup en lutte suisse aussi, Mhm. qu'eux aussi ils font beaucoup, beaucoup de force. Mais après, tu vois aussi des gens qui sont bien encadrés, d'autres qui sont un peu moins encadrés, entre guillemets. Mais c'est souvent dans ces sports-là,
où la charge, elle a tellement d'importance que tu vois, des fois, la qualité de mouvement, elle est un peu oubliée, on va dire ça comme ça. Ouais. Un petit peu négligé. Est-ce que tu as parlé de l'importance de l'entraînement de la chaîne postérieure? Laisse-moi revenir un petit peu en arrière. Quand tu as l'opportunité de travailler avec un athlète, comme tu l'as dit, quand ils arrivent pour leur cours, leur première période de l'armée, ils sont quand même assez jeunes. En général, quand tu vas faire une introduction au travail de force, s'ils ne l'ont pas fait au préalable ou s'ils l'ont fait très peu ou peut-être pas aussi bien que tu l'aurais voulu, quelles sont les bases que tu vas essayer de poser, les exercices que tu vas essayer d'instaurer pour, on va dire, mettre le cadre afin qu'ils puissent bénéficier au maximum du temps qu'ils vont passer à Macolin avec toi? En fait, dans un premier instant, nous, normalement, on fait un screening complet, un check avec les physios. Donc, c'est une collaboration qui, pour moi, justement pour ces entraînements de base, qui est très, très important parce que le physio est encore une fois une approche ou un œil un peu différent, mais c'est toujours dans le sens du sportif, de l'athlète. Donc, peut-être pas une approche générale du physiothérapeute. Et j'essaye toujours de commencer à travailler depuis cette base-là. Juste que chez moi, après, j'essaye quand même d'intégrer un petit peu plus d'intensité ou un petit peu plus de variabilité ou de spécificité, mais dans le sens où on a trouvé les déficits. Donc, quand on regarde pour la chaîne postérieure, des exercices clés après, c'est clair, c'est un travail excentrique qui est très important, c'est une extension de la hanche qui est très important. Et après là, en termes d'intensité ou en termes de développement, si on commence par du glute bridge très simple et puis arriver à un hip thrust super lourd, voilà, il y a très vite une progression qui peut se faire aussi parce que certains exercices, ils ont aussi peut-être un facteur qui n'est pas très complexe, donc j'arrive à mettre plus vite plus d'intensité. Mais de l'autre côté, quand je commence à travailler en squat, des fois, on a beaucoup plus de peine parce qu'il faut encore développer la mobilité, la stabilité de base et tout ça. Donc, moi, je dirais, il y a toujours une direction d'exercice ou de chaîne à travailler qui sont un peu plus simples à aborder que d'autres. Mais comme je dis déjà avant, pour la plupart des gens, aussi en sortant des screenings, on voit clairement que la chaîne postérieure, c'est un point faible qui aussi amène beaucoup de fois les gens d'avoir des problèmes au niveau des lombaires, du dos, parce qu'il y a beaucoup trop de compensation, quoi. Donc ça, c'est toujours un peu les premières approches. Tu dirais que qu'est-ce qui manque en général à ces athlètes si tu vois ces déficits sur la chaîne postérieure? Qu'est-ce qui a peut-être pas été établi auparavant? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été négligé? Ou qu'est-ce qui a été fait de la mauvaise manière potentiellement? Ouais. Bon, mauvaise, on va pas dire que c'est mauvais, c'est peut-être juste des approches un peu différentes. Mais des fois, c'est juste sortir un peu des mouvements très classiques, donc qui sont toujours orientés un peu vertical. C'est juste les gens, ils connaissent, c'est le squat, et puis je fais à deux jambes et à une jambe, et puis peut-être je fais encore le deadlift. Mais déjà, pour beaucoup, le deadlift, déjà en termes du poignet, de la force des mains pour tenir la barre, c'est déjà la limitation. Donc, j'arrive jamais à toucher ce que je veux toucher. Donc, c'est là qu'on doit commencer à simplifier les choses. Et puis, pour moi, un grand travail au niveau des fessiers, ça sera pour l'extension, aussi pour les rotateurs externes, pour la stabilisation des axes des jambes ou de la hanche, mais aussi des adducteurs. Ça c'est beaucoup de choses voilà, c'est des trucs qui devraient être faits au quotidien. Et puis, il ne faut pas beaucoup. La dose au début, elle est tellement minimale que ça serait simple à mettre en pratique. Mais c'est des devoirs à faire très régulièrement pour stabiliser justement cette partie bassin, lombaire. Parce que tôt ou tard, la plupart des athlètes, ils vont avoir un problème dans ces régions-là, quoi. Quand tu travailles avec ces athlètes, comme tu as dit, qui sont jeunes, qui n'ont pas été peut-être, qui n'ont pas eu autant d'opportunités de travailler la force avant d'arriver avec toi, est-ce que le nombre de séances qu'ils vont faire par semaine en termes de travail de force, est-ce que ça va dépendre du sport? Est-ce que ça va dépendre de ta disponibilité, de leur niveau? Comment est-ce que tu organises ça sur une semaine? Ouais, la plupart des temps, c'est quand même le sport qui dirige un peu ça parce qu'ils ont plein d'autres séances, plein d'autres facteurs à entraîner.
Et puis, donc là, c'est aussi un petit peu à voir ou à définir le coach principal, à quel point lui aussi il est convaincu que ce travail il peut être bénéfice. Donc, Ouais, combien de temps il laisse à faire ces stimulus ou quoi. Donc, c'est Mhm. ça. Mais ce qui peut pas être le cas, c'est que moi, je dis, j'ai que deux fenêtres à disposition, donc on va que faire 2 fois. C'est pas ça. Mais de Mhm. toute façon, j'essaye de vraiment faire des introductions qui sont assez claires au début pour aussi rendre les gens indépendants pour finir. Parce que de toute façon, on sait pour la plupart des athlètes, après les 18 semaines, ils ne vont pas forcément revenir ou rester dans le coin. Donc, il faut quand même qu'eux aussi ils comprennent à travailler d'une bonne qualité Mhm. et puis justement qu'ils sentent, de leur faire sentir, ouais, ça m'apporte quelque chose pour que voilà, ils ont la motivation de continuer une fois qu'ils partent de Montcona. Est-ce que tu trouves encore beaucoup de coachs des différents sports impliqués qui sont très réticents à l'ajout de travail de renforcement pour leurs athlètes? Oui et non. Bah, après, renforcement, c'est un grand terme. Et puis, beaucoup de fois, ils te disent, ouais, on fait beaucoup de renforcement. Et puis, ben, vous faites quoi? Bon, on fait un petit peu de planque dans toutes les directions. Et puis, voilà, c'est ça qu'ils comprennent après de faire du renforcement. Et puis, je commence à leur expliquer un petit peu ce que nous, on comprend en termes d'entraînement de force, de renforcement, Mhm. et puis à quel point, justement, par rapport aussi à leur discipline, ou justement par rapport d'un côté préventif, il faut peut-être aller plus dans cette direction-là ou une autre, mais que l'approche aussi simple comme ils me la présentent, c'est peut-être pas suffisant parce que beaucoup de fois, ils me disent, on fait beaucoup de renforcement, mais les athlètes, ils ont toujours mal au dos. Et puis après, quand tu vois les programmes, tu te dis, mais c'est normal parce que voilà, c'est pas là, faut chercher un peu à plus loin ou à côté du problème aussi. Quand tu as parlé donc un petit peu de ton approche au niveau de la chaîne postérieure, tu as parlé également de l'importance de l'entraînement excentrique. Euh, Comment est-ce que tu vas progresser ça? Parlons d'un athlète qui a quand même un niveau de développement au niveau travail de force qui est intermédiaire, voire avancé. Donc, il a quand même une bonne compréhension des différents mouvements, une bonne technique. Si l'entraînement, on va dire, focalisé sur l'aspect excentrique n'a pas encore été développé chez cet athlète, comment est-ce que toi, tu vas l'introduire et le progresser au cours du temps? Ouais. Donc, bah déjà, faut vraiment dans un premier temps faire un point clair de ce qu'il a vraiment été fait. Il faut une certaine honnêteté des athlètes, mais aussi des coachs. Est-ce qu'ils sont vraiment le niveau qui te disent qu'ils ont pour Mhm. aller plus loin? Et après, c'est quand même des approches très progressives, j'aimerais dire. Donc, vraiment par un travail excentrique submaximal pour déjà leur faire sentir aussi, mais ça veut dire quoi le travail en excentrique? Parce que pour beaucoup d'athlètes, c'est même pas clair ce que ça veut dire de sentir une excentrique. Parce qu'en squat aussi, tu fais toujours de l'excentrique. De toute façon, sinon tu ne peux pas bouger, mais tu ne te rends pas compte parce que tu penses pas à la pousser. Donc, juste leur faire comprendre, voilà, essaye une fois d'aller plus lentement dans la phase de descente. Donc, voilà, c'est un travail excentrique. C'est pas encore très Mhm. accentué en termes de force, mais plus en termes de plus de durée. Et puis, justement, faire un petit peu d'adaptation sur une longueur musculaire, peut-être aussi pour le tissu tendineux, pour préparer un petit peu ces structures et après, pour moi, dans un prochain pas, il y a 2 manières. Donc, soit j'essaie de plus aller par le côté force ou par le côté vitesse. Donc, j'ai toujours les deux possibilités. Ça peut aussi dépendre du sport. Ça peut dépendre aussi justement du niveau ou de l'exercice que je choisis. Et puis voilà. Donc, si on prend l'exemple du Nordic Hamstring Curl, qui est quand même très fameux, et puis je vais faire des athlètes ces exercices un peu dans tous les coins. Mais si un athlète, après être parti dans cet exercice, et puis à 100 degrés, c'est toujours fini, et puis il tombe par terre, ben, il ne va jamais travailler les angles qu'il a peut-être besoin en sprint. Donc, il faut commencer à lui donner du support pour qu'il puisse créer une tension sur des angles qu'il n'arrive pas à toucher s'il n'a pas le support.
Et puis, c'est souvent avec ces méthodes-là qu'on a des progressions très, très rapides au début et que par après, ils peuvent commencer à travailler avec ces exercices de manière efficace. C'était pas juste faire pour faire. Mhm. C'était noté dans le programme. Ouais, comme tu l'as dit, un nordique, c'est si tu n'as pas la force de remonter, c'est par essence un travail qui est supramaximal au niveau de l'excentrique. Et il faut une certaine préparation avant de faire ce type de travail, dans le sens où c'est quand même, faut imaginer que, disons que tu as un back squat à 100 kg, c'est comme mettre 150 kg sur la barre, faire la descente contrôlée et pas remonter la barre. Ce qui est quand même un excès de charge qui est quand même conséquent. Est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que c'est un exercice qui est populaire, que les athlètes ont envie de faire, mais qui peut-être n'ont pas encore développé cette capacité nécessaire afin de tolérer, on va dire, cette charge soit supramaximale, soit qui est quand même très, très élevée, surtout pour on va dire, un patron moteur qui est rarement très, très bien développé chez les athlètes. Mhm, mhm. Bon, après, je pense qu'on a pas mal de possibilités de commencer sous forme de breaching, qui en fait, quand je me mets dans une position de breaching et puis je fais un sliding leg curl, en fait, je fais le même mouvement, sauf que voilà, je n'ai pas la même position ouais, voilà, je suis en horizontal et puis pas en vertical, mais à la fin, Mm. c'est la même chose. Et puis là, j'ai une possibilité de faire justement le même extension, mais la forme est submaximale où je peux la contrôler un peu plus. Mm. Et puis après, c'est justement par ces formes-là que j'essaie d'adapter un petit peu le tissu. Et puis après, une fois que je me mets dans le nordique classique, donc je mets l'élastique autour de la hanche, et puis j'essaie vraiment de donner du bon support. Je laisse descendre, mais justement, c'est pas super maximal dans ce moment-là. Mm. Mais c'est quand même intensif parce que tu peux mettre beaucoup plus de temps sous tension. Et Mm. ça peut quand même créer des problèmes aussi dans un premier temps. Non, c'est clair qu'il y a différentes manières d'approcher l'exercice pour qu'il soit adapté au niveau de l'athlète. Mais si la première chose que tu fais, c'est un nordique sans assistance, là, on est dans un cadre qui est quand même supramaximal. Ouais, absolument. Et puis bon après, ce qui est bien quand tu fais le nordique, de toute façon, c'est toi-même qui décides à quel moment tu lâches. Tandis que quand tu fais un squat à 200 kilos, bah, une fois que tu commences à descendre, tu n'as plus trop le choix, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc, Ouais, c'est ça c'est un peu clair. la différence. Donc, c'est quand même un exercice qui a une certaine sécurité, si on va dire ça comme ça, Mhm. même si c'est de l'excentrique supramaximal. Mhm. Euh, pour parler un petit peu de transfert, donc tu as mentionné le sprint notamment. Il y a deux, trois papiers qui sont sortis qui ont montré un bon transfert au niveau des résultats du nordique par rapport au sprint, d'autres qui n'ont pas nécessairement montré la même chose. À l'heure actuelle, où est-ce que tu vois cet équilibre entre travail de nordique et transfert sur le sprint? Ouais. Donc, je suis beaucoup ces publications parce qu'on est vraiment intéressé dans ces thématiques. Pour moi, le problème dans tout ça, c'est qu'on parle toujours du nordique classique. Donc, c'est un nordique classique qui est fait avec une hanche tendue. Donc, ouais. Et puis, qui est fait d'une vitesse lente. Et puis, c'est justement ça qui peut être problématique parce que ce n'est pas la réalité. Donc, Mhm. normalement, au moment où j'ai vraiment cette extension du genou, normalement, j'ai aussi une flexion au niveau de la hanche. Donc, ça crée une autre longueur musculaire au niveau des ischio-jambiers. Ça, c'est une chose. Et puis, on est à une vitesse qui est très, très élevée. On arrive, et puis ça, c'est aussi des papiers qui ont montré, qui ont comparé beaucoup d'exercices comparé à l'activation au sprint. On n'arrive jamais à recréer justement ces activations parce que cette vitesse, tu ne peux presque pas la reproduire. Donc, c'est Mhm. pour ça aussi qu'ils disent souvent, voilà, on doit faire ce renforcement, c'est très important. Mais à la fin, il faut surtout faire aussi des sprints maximales, à vitesse maximale. C'est très important quand même comme stimulus. Mais voilà, c'est aussi là qu'on rentre justement dans la zone où la blessure elle peut arriver. Donc, il faut toujours avoir le bon dosage à la fin, c'est sûr. Mhm. Mais pour moi, important, c'est vraiment qu'on essaie aussi de voir qu'est-ce qui se passe vraiment en sprint. Donc, il y a une vitesse extrême et puis il y a aussi une flexion au niveau de la hanche. Donc,
peut-être que le nordique classique, c'est pas forcément le meilleur exercice de comparer ou de travailler. Mhm. Est-ce que tu as déjà utilisé peut-être comme tu l'as dit, des bandes, des moyens d'assistance qui permettent donc de faire un nordique, mais à une vitesse qui sera beaucoup plus rapide que de le faire, comme tu l'as dit, avec une approche de force, mais plus avec une approche de vitesse ou de puissance? Est-ce que c'est des choses que toi, tu utilises? Nous, on laisse plutôt prendre les athlètes eux-mêmes leur vitesse. Donc, on les met dans une position et puis après, on leur dit, écoutez, vous essayez de vraiment partir en vitesse maximale, en extension des genoux. Et puis, au Mhm. dernier mouvement, vous essayez de freiner. Donc, l'impact, il est complètement différent. Mais Mhm. là, on se reproche beaucoup plus de la réalité qui se passe en fin du mouvement du pas, quoi, Mhm. en Mhm. sprint. C'est beaucoup par ces variantes-là, donc vraiment voilà, choisir un petit peu cette vitesse et puis de créer presque plus une sorte de eccentric rate of force development au lieu de que faire la force maximale Mhm. par le temps sous tension. Mhm. Voilà. Quand tu parles de ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est la K-Box, qui est un outil de travail qui a gagné en popularité ces dernières années. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cet outil pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore, ses avantages et si oui, dans quel contexte toi tu l'utilises? Ouais. Bon, en fait, le flywheel training, voilà, c'est un entraînement iso-inertial où j'ai une plaque que je commence à accélérer par un tirage. Et puis tout ce que je mets dedans en mode concentrique, ben, ça va être repris justement par cette poulie dans l'autre sens. Donc ça va tout de suite retirer aussi dans la phase excentrique. Mhm. Le problème avec ces machines, c'est que voilà, le facteur limitant, c'est la force concentrique. Donc, nous, ce qu'on fait souvent en utilisant ces flywheels, c'est qu'on donne de l'aide dans la phase concentrique. Donc, moi, comme coach, j'essaie encore de tirer plus fort en concentrique pour que l'athlète, après, il chope vraiment cette force excentrique, mais en supramaximale. Mhm. Ça, c'est une chose qu'on fait. Ou alors, il faut accélérer la charge, mais après, il faut descendre plus vite que la machine sur une certaine longueur musculaire. Et puis là, après, rattraper tout le choc excentrique. Ça, c'est un peu les manières de modification. Mhm. Et puis, nous, pas que sur la chaîne postérieure, je fais aussi ça avec des lanceurs de poids, justement, en presse, où on utilise le flywheel, mais c'est toujours sous forme de manipulation de la systématique classique des flywheels, parce que sinon, pour moi, c'est pas assez accentué, si on va dire ça comme ça. Ouais, et donc quels sont les bénéfices d'accentuer cette phase excentrique avec comme tu as dit, cette surcharge qui est apportée par le système de poulie? Qu'est-ce que ça va faire au niveau du développement de l'athlète, au niveau de ses qualités physiques? Mhm. Bon, justement, quand on s'imagine de nouveau la rapproche à un sprint, où justement on n'arrive pas à créer cette intensité par les exercices classiques, on essaie de se rapprocher en créant plus de vitesse ou plus de force, ça c'est un côté. Mais on sait aussi que ces stimulus-là, ben, ils ont vraiment un impact sur je sais pas comment on dit ça, les faciles en série. Donc, Mhm. travailler et créer vraiment plus de longueur musculaire ce qui rend la musculature plus explosive, mais justement aussi plus protégée par rapport aux blessures. Et puis, on sait aussi avec l'entraînement excentrique en général qu'on arrive vraiment à toucher les fibres super rapides. Et puis, c'est quand même un facteur qui est très, très important pour la plupart de sports. En sprint, on est bien clair que c'est très, 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 très important. Mhm. On a parlé des Nordiques, on a parlé de la flywheel. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres méthodes de travail qui, pour toi, sont des méthodes phares, on va dire, dans ce domaine encore de l'entraînement excentrique? Ouais. Bon, nous, on a la chance à Marcolin, je pense que tu as bien vu, on a d'autres machines excentriques, mais voilà, c'est toujours des machines qui coûtent très cher, mais qui nous offrent beaucoup d'opportunités quand même, comme le 1080 Quantum, Mhm. où nous, après, c'est une machine qui est motorisée, et puis on arrive vraiment à différencier les différentes charges excentriques concentriques, différentes vitesses excentriques concentriques. Là-dessus, on peut faire des squats classiques avec ces systèmes, on peut faire des sauts en surcharge et tout ça.
Ça, c'est des variantes, je dirais, un peu de luxe, mais qui nous aident beaucoup quand même au top niveau. Mais après, tout ce qui est justement forme de saut, drop jump et toutes ces choses-là, c'est aussi des stimulus qui sont très intéressants, où on arrive à modifier aussi avec un petit peu de fantasme, justement, à créer des surcharges, typiquement sauter avec des dumbbells depuis un box et puis lâcher les dumbbells quand je suis au sol et je repousse en concentrique avec mon poids de corps. Des petites modifications comme ça, où on sait aussi que ça a vraiment des très bons impacts sur la performance par après. Ouais, c'est tout ce monde du travail de pliométrie qui est un stimulus qui peut avoir d'énormes retours, mais qui aussi doit être progressé et structuré de manière correcte si on ne veut pas voilà, peut-être faire quelque chose de trop dur trop vite et potentiellement aller soumettre les athlètes à des risques de blessures. Ouais, absolument, absolument. Non, je pense que ça, c'est très important. Donc, on reparle de nouveau d'un point de vue qualitatif de contrôle de mouvement. Ça, c'est une chose, mais c'est justement l'adaptation des structures à ces genres de travail. Au niveau tu travailles aussi pas mal avec le velocity-based training. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette approche et dans quel contexte tu vas l'appliquer? Dans quel contexte est-ce que les athlètes peuvent en retirer le plus de bénéfices possible? Ouais. Donc, pour moi, les expériences que je fais, ou pour moi, le stimulus le plus intéressant dans une première vue, c'est quand même d'avoir le feedback. Déjà, d'avoir le feedback pour l'athlète, ça le rend dans une zone de compétition. Donc, c'est compétitif quand tu fais les exercices. Donc, c'est complètement différent. Donc, en gros, ce qu'on fait pour ceux qui ne connaissent pas encore trop, c'est on mesure la vitesse, la barre ou la vitesse du mouvement concentrique. Et puis par ça, en fait, voilà, on mesure si on veut, la vitesse de contraction musculaire. Et puis ça nous donne quand même une idée, un feedback de plus à quelle intensité on travaille. Parce que dans l'approche classique, tout ce qu'on connaît, c'est le nombre de répétitions et puis la charge qu'on bouge. Et puis si je progresse en charge, je deviens plus fort. Mais s'il y a la même charge, j'arrive à bouger plus vite, je suis beaucoup plus puissant. C'est une information qui est très importante. Et puis cette puissance, pour une bonne partie des sports, c'est aussi plus d'importance que justement toujours vouloir aller plus en RM. Donc, sinon, ce que ça change beaucoup dans mon approche de travail, c'est quand même une planification qui est beaucoup plus flexible, je veux dire. Donc, déjà de faire du monitoring avec la vitesse de barre pendant l'échauffement, tu vas déjà la fatigue ou la fraîcheur neuromusculaire de ton athlète. Déjà là, peut-être tu vas dire, OK, aujourd'hui, je dois plutôt partir dans ce sens-là ou dans l'autre. Ou alors même dans les exercices, à quel point je définis à 10% de la perte de vitesse de ma meilleure répétition. J'aimerais que l'athlète il s'arrête parce que sinon, je sais qu'il y a trop de fatigue neuromusculaire pour les séries à venir ou les répétitions à venir. Donc, je travaille trop dans la fatigue et puis pas dans le système neuromusculaire. Donc, c'est une information qui dirige beaucoup plus la qualité de travail en entraînement de force. Mais je dois aussi dire qu'il y a toujours des périodes où je dois bien réfléchir. Est-ce que je mets vraiment les chiffres en place ou je laisse de côté? Parce qu'il y a aussi des athlètes, après, psychologiquement, s'il y a un jour que ça ne va pas, après, ils commencent à tout mettre en question. Donc, moi, j'aimerais dire que c'est une approche qui est quand même individuelle et qui est aussi adaptée par rapport à la phase d'entraînement ou de compétition. À quel moment c'est vraiment utile, à quel moment je ne prends pas de risque de déstabiliser l'athlète et puis à quel moment ça peut vraiment être même désavantageux d'un point de vue psychologique surtout. Ouais, tu peux parler un petit peu plus de cet aspect-là, les moments où tu penses que ce n'était pas une très très bonne idée de travailler avec ce genre de méthode qui pourrait mettre l'athlète dans une position défavorable? Moi, je crois que c'est dur de dire à ce moment-là, il faut, et puis à ce moment-là, il ne faut pas. Parce que en connaissant un ou l'autre athlète, tu sais, il veut absolument avoir le feedback et puis il arrive aussi à
à gérer justement le feedback quand il n'est pas bon un jour. Donc, lui, ça ne pose pas de problème. Et puis, si on se rapproche des compétitions, bah, lui, il aimerait bien savoir qu'il progresse encore et qu'il est encore plus en fraîcheur. Donc, s'il n'a pas le feedback, ben, il va se dire, mais ouais, tu me dis que c'est bien, mais je ne suis pas sûr parce qu'on n'a pas les chiffres. Ou justement, l'autre, où tu sais, ben, si un jour ça ne va pas, ben, il va être tellement déstabilisé que 2 jours avant la compète, ça a trop d'impact et puis il va se dire qu'il n'est pas bon et puis voilà, il va se louper. Donc, justement, là, je pense qu'il n'y a pas une recette claire, mais généralement, on peut quand même dire plus qu'on se rapproche des compétitions, plus que je prends de risques de peut-être voilà, déstabiliser un athlète si les chiffres ne sont pas bons. Mais pour la plupart, j'essaie quand même de maintenir ça aussi comment dire, en me faisant confiance que je travaille dans le bon sens et puis qu'on va de toute façon augmenter ces chiffres. C'est le but de toute façon qu'on a. Et puis voilà. Et puis de l'autre côté, vu que c'est un aspect mental aussi, tu sais, au moment où j'allume le système de mesure, ben, il va pousser plus fort. Et puis s'il ne pousse pas assez fort à la première série, il va s'énerver. Donc il va essayer de pousser plus fort à la deuxième ou la troisième. Et puis c'est là aussi qu'il se met dans un mode de compétition. Donc ça peut quand même être bénéfique, quoi. C'est intéressant cette idée de, comme tu dis, de quantification et de feedback direct sur les performances du jour. Qui, comme tu l'as dit, bien sûr, il faut pouvoir faire la part des choses. Il y a des jours où tu ne vas pas pouvoir bouger la barre aussi vite, aussi bien, et ça fait partie du processus d'entraînement. Mais à part pour ces situations on va dire, de déstabilisation qui sont vraiment plus de l'ordre psychologique pour certains athlètes qui n'arriveraient pas à gérer le fait que les chiffres ne sont pas ce qu'ils voudraient qu'ils soient. Est-ce que tu vois d'autres aspects négatifs au fait de quantifier ce qui se passe à l'entraînement de manière continue, simplement pour le fait d'avoir ce feedback en direct? Est-ce qu'à un moment donné, ça peut devenir redondant ou perdre son intérêt, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose vers lequel on devrait tendre un petit peu plus de manière générale? Moi, je crois qu'on devrait tendre un peu plus de manière générale parce que euh, justement, on a beaucoup cette approche plus de charge, donc je suis plus fort. Mais plus fort, ça veut dire quoi? Tandis que justement, bouger la même charge plus vite, ben, avoir plus de puissance, pour la plupart des athlètes, ça leur rend plus service, je dirais. Mais après, c'est clair que des fois, je sens aussi que l'athlète, voilà, il veut retoucher à plus de poids, peu importe la vitesse, parce que c'est juste une autre approche, mais qui est aussi une progression de l'autre côté. Donc, j'ai déjà eu une athlète une fois, je sentais que les vitesses, ça stagne un petit peu. On a plus cette progression qu'on a vue par avant. Donc, elle est devenue un peu nerveuse et tout. Moi, je dis, OK, on met ça à côté. On essaie de repousser un petit peu le max en termes de charge. Et justement, c'était juste un petit changement de focus qui a tout de suite ouais, fait effet qu'elle progressait en charge. Après, je peux revenir à la vitesse pour repousser la puissance. Donc, ouais, il faut jongler un petit peu, je pense. Mais d'un point de vue général, je pense que la quantification comme ça, elle est importante pour aussi faire comprendre aux athlètes. Mais tu ne peux pas être tous les jours en pleine fraîcheur parce qu'il y a des phases où on essaie de chercher la fatigue aussi. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas toujours par la charge maximale que tu vas devenir plus fort. Peut-être on a aussi des phases où justement on ne veut pas toujours aller à l'échec et puis on essaie juste d'augmenter en vitesse. Et puis cette augmentation en vitesse, ben, ça veut quand même dire que tu es devenu plus fort. Je voulais parler maintenant un petit peu de ton sport de prédilection, donc le ski alpin. Depuis le temps où toi, tu as été un athlète, un compétiteur, est-ce que l'approche que toi, tu as utilisée en tant qu'athlète au niveau de ta préparation physique, est-ce que cette approche-là a changé? Est-ce que tu la vois d'une manière un petit peu différente maintenant sous l'œil du coach et avec tout ce que tu as appris au fil des années? Comment est-ce que tu structures une bonne préparation physique pour un skieur alpin? Moi, je crois qu'on a quand même beaucoup plus de compréhension pourquoi on fait les choses et puis pas juste parce que c'est noté sur le programme et puis on a toujours fait comme ça. Moi, je pense que c'est ça un peu la grande différence. On essaie de comprendre où on a aussi les moyens de comprendre parce qu'il y a beaucoup plus de la recherche en
en sciences d'entraînement ces derniers 10-15 ans. Et puis, moi, je pense qu'il y a beaucoup changé. Et puis, ce qu'on a aussi beaucoup travaillé, justement, les années que j'ai travaillé chez Twiski, c'est quand même l'aspect préventif. Et on s'est rendu compte qu'en ski alpin, on a quand même un grand problème au niveau des blessures, surtout au niveau des blessures de genoux, que c'est un aspect qu'il faut vraiment aborder, qu'il faut trouver des méthodes d'entraînement pour améliorer ça, même si on sait que la blessure, c'est toujours multifactoriel. Et puis, on a aussi compris que pour beaucoup d'athlètes, cette approche-là, voilà, ça leur motive d'aller plus loin dans l'entraînement. Parce que si on prend le ski, il y a rarement une relation claire entre la préparation physique et la performance finale, parce que c'est tellement technique à la fin, et puis il y a tellement d'influence que c'est dur à faire ce lien-là. Mais quand tu commences à parler justement de protection contre les blessures et tout ça, ben c'est tout de suite différent parce que personne n'a envie de se blesser. Et puis quand tu te blesses, c'est toujours quand même un frein pour la performance aussi. Donc ça a tout de suite un stimulus qui est très important pour eux de comprendre, ah ok, mais c'est pour ça que je dois m'entraîner, donc je vais le faire. Et puis par ça, après, nous, de toute façon, les méthodes qu'on met en place, bah, tout, c'est de la prévention de blessures à la fin. Mais ça peut, pour une grande partie, rester les mêmes méthodes, on va dire. Donc là aussi, on a fait beaucoup de travail justement pour les ischio-jambiers parce qu'on sait que justement les genoux sont stabilisés beaucoup par cette chaîne postérieure des ischio-jambiers. On fait beaucoup de travail aussi en termes du renforcement pour protéger un petit peu ces problèmes des lombaires, du dos, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de mobilité, de préparation des athlètes comme jeunes pour faire les mouvements qu'on aimerait faire à la fin, surtout en entraînement de force, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut commencer plus tôt. Mais des fois, c'est des trucs basiques. Pardon de te couper, c'est quoi les Ouais. déficits les plus courants que tu vois en termes de mobilité, en termes de capacité de mouvement qui vont ensuite potentiellement restreindre le potentiel de développement d'un athlète à ce niveau-là? Ouais, bon, écoute, ça commence de la cheville et puis ça va jusqu'aux épaules. Mais après, voilà, je dois aussi prendre une décision, mais est-ce que l'épaule pour un sport comme le ski alpin, c'est vraiment aussi important? Est-ce que je suis obligé de faire un overhead squat ou pas? Voilà, ça après, c'est les questions à se poser. Tandis qu'une mobilité de la cheville, quand le squat a tellement d'importance pour ce sport-là, puis on aime bien travailler sur l'amplitude maximale, ben, c'est peut-être important de l'aborder avec les athlètes. Après, au niveau de la colonne vertébrale aussi, les rotations, il y a beaucoup de rotations, donc j'essaie vraiment est-ce que j'arrive à dissocier entre le thorax et puis la partie bas où je suis bloqué. La hanche aussi, voilà, il faut pouvoir faire un bon virage, il faut pouvoir faire une angulation de hanche comme il faut. Si j'arrive pas, je compense par des autres structures. Donc, c'est un peu la totalité, mais après, voilà, il faut prendre une direction qui rend l'athlète plus stable pour le sport, pour la performance finale, et puis pas juste chercher la totalité, parce qu'on a déjà de la peine à justement développer chaque étape qu'il faut. C'est toujours une galère, quoi. Parce qu'il faut du temps, il faut beaucoup investir. Les progrès des fois, ils ne sont pas tout de suite. Surtout dans les phases de croissance, ben, et encore une fois, la plupart, ils font un pas en arrière. Donc, voilà. Comment est-ce que tu gères ça au niveau psychologique pour les athlètes qui traversent cette période de croissance et qui peut-être perdent le contrôle de leur corps d'une certaine manière ou d'une autre? Ça ne doit pas être facile au niveau psychologique quand peut-être tu es déjà bon dans ton sport, étant jeune, et d'un coup, en gros, tu perds un petit peu les pédales simplement du fait que ton corps il change et il faut regagner ce contrôle. Comment est-ce que tu les accompagnes dans cette transition? Ouais, ouais. Bon, les athlètes, c'est une partie, mais c'est aussi les parents et puis tout ce qui est autour, parce qu'il y a tout le monde qui commence à dire, mais c'est pas possible, l'année passée, tu es encore à ce niveau-là, et puis là, voilà, on travaille de plus en plus, et puis ça va plus. Donc après, c'est clair,
beaucoup de choses qui s'expliquent tout simple parce qu'avec la croissance, il y a tellement de choses qui changent que certaines choses, c'est juste logique, ça ne marche pas à cet instant-là. Mais après, c'est comme tu dis, il faut rester à côté des athlètes, il faut leur dire que ça fait partie du jeu, puis il faut aussi leur montrer peut-être d'autres domaines justement où tu peux progresser. Il y a toujours des domaines où tu peux progresser. Donc, il faut essayer peut-être de mettre ces domaines-là à l'avance dans cette période-là, systématiquement, pour leur montrer, écoute, tu progresses toujours, mais on est juste parti sur une autre voie parce que pour finir cette voie-là, elle est aussi super importante. Et puis les autres côtés-là, on laisse un peu de côté, mais laisser de côté, c'est peut-être plutôt, on vise moins la performance, plus la prévention. Et là, on peut avancer, on vise plus la performance. Donc, juste pour eux, il y a quand même un focus de développement qui reste en place quelque part. Après, c'est clair, dans la discipline spécifique, le ski alpin, bah voilà, c'est le chrono qui compte. Donc, tu n'as pas trop le choix. Si le chrono il n'est pas beau, ça commence à être compliqué. Et puis, mais voilà, tout le monde doit passer par là de toute façon. Et puis, je pense après, il faut aussi juste leur dire ou faire comprendre, mais ce n'est pas à 14 ans que tu dois être champion. Tu veux devenir champion olympique, c'est à 24 ans. Donc, c'est encore 10 ans de travail. Il ne faut pas rêver non plus. Donc, parce que des fois, tu vois, ils commencent à s'orienter plus qu'à la performance. Et puis, c'est comme tu dis, le moment où ça ne marche plus, ben, y a tout qui tombe parce qu'il n'y avait que ça. Mais c'est du développement, il faut rester en bonne santé. C'est aussi un but de rester en bonne santé pour être plus performant à un moyen long terme. Donc, des fois, il faut juste être clair, je pense, depuis le début, mais c'est quoi notre but? C'est peut-être pas forcément de gagner tous les courses à cet âge-là. On a peut-être des buts un peu plus variés, un peu plus précis, où nous, en tant que coach, on sait, mais peu importe la performance finale, on arrive à faire progresser les athlètes dans ces domaines, dans ces domaines-là, quoi. Ouais, comme tu dis, développer la base, aller peut-être un petit peu plus large, un petit peu plus varié sur d'autres qualités physiques, plutôt que juste se focaliser sur la spécificité de la performance sportive. Et on sait au final que, enfin, de manière simpliste, mais plus la base est grande, plus le potentiel de la pyramide va être haut. Et donc, comme tu l'as dit, sur plusieurs années, c'est ces objectifs-là qu'on doit viser, surtout avec des athlètes qui sont jeunes. Pour revenir sur la prépa physique en ski, est-ce qu'il y a des méthodes ou des approches qui peut-être sont couramment utilisé aujourd'hui en 2021, que toi tu utilises avec tes athlètes en ski alpin, qui peut-être étaient inconnus ou méconnus quand toi tu étais athlète, au-delà, comme tu l'as dit, de mettre l'accent sur ce travail de mobilité et de préparation et de prévention des blessures? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'entraînement ou des approches qui n'étaient pas populaires avant mais qui le sont maintenant un petit peu plus? Euh, Moi, je pense pas forcément que les méthodes, ils ont vraiment beaucoup changé, mais c'est plus on a accès à des outils justement pour rendre encore plus efficaces ces méthodes. Justement, quand on parle d'un travail excentrique, mais à charge lourde, qui est quand même très intéressant pour les skieurs parce qu'on fait, c'est qu'une bataille contre les forces externes en ski. Euh, donc, c'est juste voilà, par les outils qu'il y a de ces jours-là qu'on peut justement euh, euh, faire ces méthodes d'entraînement plus en sécurité. On a des feedback, des biofeedback en direct, donc on peut plus diriger dans la bonne direction. Moi, je pense que ça c'est un peu le grand pas qui est en train de se passer. À l'époque, c'était beaucoup plus, ouais, on fait de l'excentrique, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, c'est juste une charge supramaximale et puis on se laisse écraser, quoi. Tu vois, mais peu importe la vitesse, peu importe la puissance qui est mesurée par le système. Voilà. Moi, je pense que c'est ça la grande différence. Mais en termes de méthode, voilà, on sait il faut beaucoup de force maximale. Il faut avoir de la réactivité, mais ça, on le savait toujours. Après, c'est peut-être par rapport à la discipline qu'on peut encore faire un petit peu de différenciation. Mais encore, à la base, déjà, il faut créer assez généralement, assez homogène pour les athlètes, parce que de toute façon, au début, ils font toutes les disciplines. Et puis, c'est que pour après, qu'ils sont déjà développés un bon physique aussi, qui vont être plus spécifiques par rapport aux disciplines. Et là, justement, c'est clair que ça aussi, j'ai les tests de force que le slalomeur
naturellement, il est plus explosif que le descendeur. Mais des fois, j'ai l'impression il est aussi devenu slalomeur parce que déjà à la base, génétiquement, il était plus puissant, plus en explosivité que le descendeur. C'est Mhm. aussi un caractère des fois. Est-ce que ça, c'est des choses que tu vois des fois quand tu mentionnes ça? C'est intéressant, le profil génétique d'un athlète qui va avoir un impact quand même euh, plus ou moins grand sur leur potentiel de performance dans une discipline donnée. Est-ce que tu vois des fois des athlètes dans certains sports et de par leur profil, que tu peux établir par rapport à tous les tests que tu fais, notamment leurs entraînements, la quantification des différents paramètres pendant les entraînements, est-ce que des fois, tu te dis que celui-là, il devrait vraiment faire plutôt ce sport là-bas plutôt que celui-là parce il serait vraiment fait pour et il aurait la capacité d'exceller? Euh, oui, ça se voit. Mais après, je pense que c'est une information qui vaut beaucoup, ouais, vaut mieux garder pour soi-même parce que, voilà, tu vas pas dire à un qui fait je sais pas, il fait du vélo, tu fais du sprint le lendemain, quoi, parce que, voilà, il va complètement changer du profil, mais moi, je veux dire, tu vois à l'œil, pour la plupart, tu vois à l'œil que voilà, ils sont explosifs ou ils sont pas explosifs. C'est même pas une question de Mhm. mesurer ou pas. Mais des fois, j'ai des cas où je dis, mais ouais, c'est dommage qu'il est arrivé dans ce sport-là parce que voilà, on aurait vraiment potentiel de faire quelque chose dans un autre sport où j'ai des athlètes qui font ce sport-là, mais ça leur manque génétiquement d'un potentiel que ça va être dur de vraiment réussir. Ouais. T'as parlé. Mais Vas-y, vas-y. vas-y. Après, j'ai eu un athlète très intéressant il y a quelques semaines. Justement, c'est un qui a fait un transfert. Il a joué en 4e ligue de foot et puis qui a arrêté le foot, qui a commencé à faire de l'athlétisme un peu par hasard, j'aimerais dire, mais qui est super rapide génétiquement. Il est énormément rapide. Donc, première compétition qu'il commence à faire, il est super, super vite et puis tout de suite pris dans les cadres et tout. Mais voilà, avant, il a fait du foot un peu comme ça. Donc, son corps, il n'est pas du tout prêt à encaisser ses vitesses et ses charges en sprint. Et puis, techniquement aussi, il n'a pas encore le niveau parce que ça n'a pas été développé. Mhm. Et puis, c'est ça après les cas où tu te dis, mais génétiquement, il a tellement de potentiel, mais comment lui faire expliquer maintenant que ouais, tu ne peux pas t'entraîner en sprint, tu ne peux pas faire les compétitions parce que tu vas que te blesser. Donc, il faut vraiment travailler très, très basiquement pour que dans 3 4 ans, justement, tu peux vraiment en profiter de ton potentiel génétique. Et puis, mais ça, c'est super intéressant parce que justement, avoir ce potentiel de courir super, super vite, ben, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mhm. Ouais, j'en parlais avec, comment il s'appelle? Ben the Bounce sur Instagram, qui est dans l'équipe de bobsleigh UK et qui parlait justement d'un jeune avec qui il avait couru à l'époque quand il faisait de l'athlétisme et il faisait du sprint. Et pour revenir un petit peu à ton, à la conversation du screening, si tu veux, ou du scouting pour les différents talents, cet ami avec qui il courait à l'époque, qui n'était pas du tout dans les temps qui étaient requis par les différentes fédérations pour faire partie des équipes nationales, mais qui par contre, 7, 8 ou 10 ans plus tard, courait le temps le plus rapide pour un Anglais. C'est simplement qu'il n'était pas encore à maturité au moment où il faisait ce scouting pour voir qui pouvait ou qui ne pouvait pas rejoindre l'équipe nationale. Est-ce que tu vois ces choses aussi qui peuvent peut-être se passer dans nos sports nationaux ici en Suisse, ou peut-être que nos fenêtres d'analyse pour certains sportifs à un certain âge sont peut-être pas nécessairement appropriées par rapport au temps de développement qui devrait être imparti afin qu'ils puissent atteindre leur potentiel individuel. Mhm. Moi, je pense que c'est un problème général. Et puis, on sait ce qui se passe avec la problématique de l'âge biologique ou du relative age effect. Et puis, il y a aussi il y a des systèmes qui sont mis en avant justement pour un peu contrer cette problématique. Mais après, quand tu vas dans beaucoup de sports ou de systèmes de compétition,
il y a toujours ce côté politique où les gens, voilà, ils aiment rester traditionnels. Et puis, c'est très dur à impliquer après, même si d'un point de vue scientifique, on a beaucoup de connaissances de ce côté-là aujourd'hui. Et puis, on a même des solutions qui sont proposées. Mais c'est vraiment, beaucoup de fois, c'est structurel qu'on n'arrive pas à mettre en avant. Et Mhm. puis, c'est dommage parce qu'on désavantage des athlètes ou des jeunes personnes pour des choses qui peuvent rien, quoi. Mhm. Et puis, nous aussi, après, à la fin, on se dit, mais pourquoi on n'a pas plus de champions? Euh, mais voilà, il faut dire oui à un certain moment aussi pour avoir l'autre côté par après. Mais si on Mhm. n'est pas prêt à changer et puis à accepter que peut-être dans la systématique, il faut faire un pas en avant, après, il faut pas être. Voilà, il faut pas avoir, attendre des miracles non plus. Mhm. Si, sans bien sûr passer notre temps à taper sur le système et pointer du doigt, est-ce qu'il y a un aspect du système de développement des talents et des athlètes à l'heure actuelle en Suisse, s'il y a un aspect que tu pouvais modifier ou que tu aimerais voir modifier ou qui aurait le potentiel d'avoir le plus grand impact sur, ben, encore une fois, mettre en avant le talent des athlètes, qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait en premier? Ben, moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est quand même l'importance des compétitions à un très jeune âge. Mm. Euh, Après, c'est clair, le succès en compétition, c'est toujours un facteur très motivant aussi. Mais pourquoi c'est motivant? C'est aussi parce que tout l'entourage, il porte aussi cette importance du succès. Et puis, soyons honnêtes que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui ont du succès quand tu es jeune. Souvent, c'est ceux qui sont un petit peu plus avantagés par rapport à leur physique. Donc, mais c'est dommage parce que derrière, il y a encore 10 autres qui ont aussi un potentiel et puis qui vont rarement avoir ce feeling d'avoir du succès. Et puis si on rendait le succès un peu moins sexy, je veux dire, ça serait peut-être moins une chiffre à chaque fois que je suis sur le podium. Mais ça me laisserait aussi le temps justement de m'orienter plus à un développement basique, un développement orienté à moyen long terme pour être performant, que de toujours viser la compétition de demain. Parce que la compétition de demain, si je veux vraiment la préparer, c'est pas la même approche comme si je pensais, mais je vais préparer la compétition, les Jeux Olympiques qui auront lieu dans 10 ans. Mm. Donc, tu vois, la progression après, elle est différente. J'essaie aussi de progresser pendant la phase de compétition quand j'ai 16 ans. Et puis, pas juste m'entraîner jusqu'à un certain moment. Et puis après, je commence les compétitions. Et puis, je fais plus que les compétitions, préparation de compétition, mais plus le développement général que je devrais encore faire pour être meilleur dans 10 ans. Mm. Et puis, ça c'est un truc où j'ai vraiment de la peine à comprendre. On n'a pas cette vision à long terme. Parce qu'on sait beaucoup que même des gens qui sont forts à court terme, je sais beaucoup ça marche aussi à moyen long terme. Mais il y a aussi beaucoup qu'à un moment donné, bah, ça a été trop, ou justement, il y a les premières défaites qui arrivent, bah, ils n'arrivent pas à gérer, donc ils quittent le sport trop rapidement et tout. Ça a aussi un impact que voilà, il faut prendre en compte. Mm. Dans ce cadre-là, toi, quand tu as l'opportunité de travailler avec des enfants ou des adolescents, quelle est ton approche par rapport à ça? Comment est-ce que tu essaies d'inculquer cette idée de développement sur le long terme qui est, comme tu l'as dit, si important si on veut qu'ils puissent non seulement exceller dans leur sport à court ou à moyen ou à long terme, mais aussi garantir ou en tout cas euh, réduire les chances d'une carrière qui serait écourtée par ce manque de développement général? Mhm. Bon, moi je pense que c'est juste une philosophie générale. Donc, si je me dis déjà en tant que coach, et puis j'essaie aussi d'établir ça dans l'entourage justement de mon groupe, mais aussi en intégrant les parents, leur expliquer, vous voyez, ça à cet âge-là, dans ce sport-là, on fait les meilleures performances, ou dans cet âge-là, la plupart des gens ils sont devenus champions olympiques dans ce sport-là. Donc, regardez où on est maintenant. Donc, est-ce que ce ne serait pas plus logique de justement avoir du travail quotidien, un peu peut-être, ouais, pas peu importe de la phase où je suis, parce que cette compétition, ça a quand même un petit peu d'importance.
ça c'est sûr, parce que c'est aussi de l'apprentissage. Mais quand même, on va dire, mais on a fait la compétition est finie. Ça ne veut pas dire que la journée elle est finie. On a toujours une demi-journée qui reste pour faire un entraînement ou du travail préventif parce qu'on sait que dans 2 ans, on va en profiter de ça. Si on ne le fait pas, ben, ce qui n'est pas fait, ben, ça va être dur de rattraper. Et puis des fois, c'est juste des routines quotidiennes. Moi, je pense que c'est plus la régularité de faire certains trucs que de faire un bloc de 2 heures une fois par semaine. C'est des routines peut-être de 15 minutes, mais qui sont faits 5 jours sur 7. Et puis, mais si je fais ça pendant une année où je ne l'ai pas fait, ben, le volume en plus, il est énorme. Et puis, je pense que c'est juste des petits détails comme ça. Il faut jongler un petit peu et puis faire comprendre que voilà, que le travail, il est pas fait que pour aujourd'hui ou pour demain. Il est vraiment fait pour dans 5 ans ou même dans 10 ans. Yann, j'avais deux, trois petites questions pour terminer l'interview avec toi aujourd'hui. La première, une question qui nous vient d'Instagram. Quel est ton exercice favori pour les ischio-jambiers? Voilà, ça c'est bien mes athlètes qui m'ont posé ces questions. Mais ça montre tout de suite qu'on fait beaucoup dans ce domaine-là. Mais c'est une bonne question parce que la palette, elle est tellement large et puis on les utilise un peu tout dépendant des phases. Mais pour moi, après, important, c'est vraiment que j'arrive à mettre de l'intensité. C'est un peu presque indépendant de l'exercice, mais avec plus de force ou plus de vitesse ou encore mieux la combine des deux. Mais ce qu'on a fait, en fait, on avait une machine de hip thrust classique. Et puis, ce qui m'a toujours gêné en faisant le hip thrust, c'est qu'il n'y a pas d'extension au niveau des genoux. Donc, on a créé un sorte de chariot sous les pieds, où au moment où on fait cette extension de la hanche en hip thrust, en même temps, les pieds ils partent en avant. Donc, ça met beaucoup plus de tension au niveau des ischio-jambiers qui doit être freiné avant que tu portes en extension complète. Et puis ça, j'aime bien parce que, voilà, déjà, d'un point de vue coordinatif, ça leur demande beaucoup plus parce que justement, les pieds, ils sont plus fixés. Et puis, ça c'est un exercice qui est très intéressant. Il a un nom cet exercice ou pas encore? Eux, ils s'appellent Seiler Special, mais après, c'est moi qui l'ai inventé, mais voilà, s'ils veulent l'appeler Seiler Special, pour moi, ça va bien. Super, comme ça on pourra rajouter le nom au panel d'exercices auquel on a Ouais, accès. c'est ça. Encore une autre question pour toi. De manière générale, on en a parlé de quelques-uns aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'entraînement que tu vois qui sont en général le plus négligés chez les athlètes de tous les sports que tu vois de manière générale? Quelle facette du développement des athlètes devrait être mis en avant un petit peu plus, à ton avis? Bon, on a beaucoup parlé de la chaîne postérieure. Ça, pour moi, c'est général. Et puis, je vois dans tous les sports que c'est vraiment un truc qui est négligé. Mais je pense que pour la plupart des athlètes, c'est important de leur faire comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça aujourd'hui, pourquoi je fais ça aujourd'hui et puis pas demain. Euh, une logique de l'entraînement ou du stimulus dans leur préparation générale, mais aussi, mais on ne fait pas juste des squats. On fait des squats, mais pas à charge maximale, mais on essaie de travailler en vitesse. Mais pourquoi? C'est quoi après l'impact pour ta discipline? Justement, créer cette compréhension pourquoi ils travaillent. Parce que la motivation, après, elle est complètement différente. Au lieu de juste leur donner un programme et puis on fait, et puis voilà, après, c'est bien, c'est terminé. Moi, je pense que cette discussion, elle est importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus que parler en tant que coach. Je pense que ça, c'est pas le but. Mais juste que l'athlète, il a aussi une logique, une compréhension de ce qu'il fait parce que ça change complètement la motivation. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, de tous les sports avec lesquels tu as eu l'opportunité de travailler, quels ont été tes préférés jusqu'ici? Bon, le ski, j'ai toujours connu, j'ai grandi là-dedans et puis j'ai bien aimé, mais ça m'a fait bien de justement aller voir autre chose ces derniers 2-3 ans. Et puis là, je travaille beaucoup avec des athlètes en athlétisme, aussi dans des différentes disciplines.
Et puis, notamment avec Angélica Moser sur la perche, c'est une athlète qui est très, très intéressante. Et puis, ça, c'est un sport quand même qui me plaît très bien parce qu'il y a clairement deux forces à différencier. Un, c'est le sprint, donc il faut créer une vitesse, une accélération maximale qui crée une énergie horizontale. Donc, c'est complètement un autre aspect que tout ce qui se passe après à la perche. Donc, il y a une transition de la force horizontale en verticale, mais après, c'est de la gymnastique une fois que je suis à la perche. Donc, deux aspects complètement différents, mais qui font la totalité sur la perche. Et puis, c'est vraiment super intéressant. Et finalement, dernière question, est-ce qu'il y a un sport avec lequel tu n'as pas encore eu l'opportunité de travailler, mais qui t'intéresse? Il y a beaucoup de sports où je n'ai pas encore pu travailler avec et qui m'intéressent. C'est une bonne question. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, mais après, pour moi, il y a aussi des sports, c'est dur à avoir accès. Typiquement, l'haltérophilie, après toi, tu sais mieux que moi, mais c'est un truc qu'on utilise, ou on essaye d'utiliser tous les jours avec beaucoup d'athlètes pour développer de la puissance et tout ça. Mais chaque fois quand j'ai un coach d'haltérophilie à côté de moi, je me dis, mais putain, j'arrive pas parce que il y a tellement de complexité. Tout ça, nous, on utilise tous les jours, mais en fait, on n'a aucune idée, tu vois. Mais bon, après, nous, pour la plupart des athlètes, on ne va pas faire de l'haltérophilie pure. C'est vraiment plus, voilà, pour créer d'autres aspects qui sont importants pour leur sport. Mais l'haltérophilie, c'est quand même un sport qui m'impressionne parce que les gens, quand tu vois les charges qu'ils arrivent à soulever puis à stabiliser dans des positions extrêmes, mais c'est fou. Et puis voilà, extension de l'épaule totale. Et puis non, c'est un truc de malade, j'ai l'impression. Ils vont confirmer ça. Ouais. Ça m'intéresserait, mais voilà, pas le niveau, quoi. Pas le niveau. Ouais, c'est vraiment, c'est comme, je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'est quelque chose qui m'est resté. L'idée que c'est comme un swing de golf, mais avec une barre chargée avec quelques kilos en plus. Absolument. Et donc, l'équilibre entre l'aspect extrêmement technique et le placement au millimètre qui a une énorme influence sur la qualité du lever, en fait. Et ensuite, les charges, comme tu l'as dit, monstrueuses qui doivent être bougées, c'est un mariage des deux qui est vraiment super intéressant, mais qui est pas super facile non plus à gérer. Ça, c'est clair. Yann, pour ceux et celles qui sont intéressés à peut-être suivre ton travail, à communiquer avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, moi, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Swiss Strength Coach, où j'essaie quand même c'est aussi un peu le but du compte, de montrer un petit peu ce qu'on fait en pratique. C'est aussi justement pour stimuler un peu tous nos potes en coaching ou qui sont encore beaucoup en apprentissage, de voir un petit peu dans quelle manière on peut travailler au niveau élite. Et puis aussi d'un côté scientifique, j'essaie quand même de montrer un petit peu notre philosophie en montrant un petit peu les publications qui se font dans différents domaines de l'entraînement de force. Et puis, moi, je pense que c'est important qu'on partage généralement parce que c'est un petit monde et puis il n'y a pas un secret clé qui marche pour tout le monde. On est tous toujours en train d'apprendre et puis je pense que le partage là, il est super important. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à prendre contact avec toi ou à suivre un petit peu ton travail, les liens sont dans la description du podcast. Yann, merci beaucoup d'être venu sur le podcast aujourd'hui. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci, Jean. Et puis, on va se revoir d'ici là à Marcolin, j'espère. J'espère bientôt, Macolin. Allez, ciao. Okay. Et bonne, ciao, ciao.